jusqu'à midi. Avec Badr Saoudi. Eh bien, chers auditeurs, il y a des lieux où on apprend la patience plus vite qu'ailleurs. Des lieux où les tensions se dissimulent derrière les sourires, des réunions où on parle sans s'écouter, et des jours où la fatigue remplace les convictions, la conviction de se lever, d'aller au travail, de trouver entre guillemets les raisons. Dans ces environnements où la communication peut être déréglée, où la hiérarchie peut oublier certains rapports humains, où le collectif s'effrite, comment garder son équilibre, comment bien réagir, comment bien mettre les limites aux uns et aux autres. Nous allons en parler de 10h à midi. Nous restons ouverts à l'échange. Si vous avez des questions ou des avis, c'est toujours le 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous sommes avec notre invité, Sarah Bakouk, qui est psychologue du travail. Et nous parlons ce matin des cadres qui peuvent nécessiter qu'on puisse imposer certaines limites. Sarah Bakouk, quand on est psychologue, on est praticien dans un cabinet, et quelquefois nous avons une expérience dans l'entreprise. C'est effectivement une position qui donne des clés d'observation, parce que effectivement on est la personne à laquelle on peut se confier lorsque on est intégré aux équipes. On a pu observer un certain nombre de récits, même de témoignages des uns et des autres, parce que effectivement on se dit, je ne sais pas si c'est la notion de secret professionnel, mais on peut se confier parce qu'on a besoin d'un retour. On a besoin d'un retour. Oui, on a besoin d'un retour, on a besoin d'être reconnu dans la souffrance qu'on est en train de vivre. On a besoin d'être confirmé. Oui, on a besoin d'un confirmé. Tu sais, dans certaines positions, quand certaines personnes s'intègrent mal au sein d'une entreprise, ils ont besoin de comprendre ce qui se passe, de se dire je n'imagine pas, je n'affabule pas, c'est vraiment en train de se passer, il y a certaines choses que je n'arrive pas à gérer, ou il y a certaines choses qui ne devraient pas se passer, et ainsi de suite, tu vois. Donc oui, c'est vrai qu'on vient souvent vers nous, surtout pour les problèmes pro. Oui. Beaucoup pour les problèmes pro. Oui, pas nécessairement dans un cadre formel. Oui, pas nécessairement dans un cadre formel. Même quand on en discute ou quand tu vas rencontrer des gens, on parle beaucoup du monde professionnel. On peut beaucoup plus facilement se confier parce que quelque part on attend le retour. On s'est dit, il y a des clés de compréhension. Des clés de compréhension. Oui, totalement. Et on a besoin de valider ces points de vue, y compris ceux qu'on essaie de faire valoir dans l'entreprise. On essaie d'avoir la confirmation que notre façon d'interpréter les choses, notre façon d'agir, c'est la bonne façon d'agir quelque part. Ouais, totalement. Et surtout, c'est est-ce que ce que je suis en train de me dire ou ce que je suis en train de vivre, est-ce que c'est réel ? Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est moi qui me fais des films ? Est-ce que c'est moi qui over-interprète certaines situations ? Ou effectivement, ce qui est en train de se passer n'est pas normal. Il y a aussi cette... limite, on doute de ce qu'on est en train de vivre tellement ça peut être aberrant. Entre guillemets, c'est un des aspects qui indique que la personne a quelque chose de ça, parce que c'est normal de se questionner, d'essayer de voir si on n'a pas eu tort d'interpréter les choses d'une certaine façon. Oui, totalement. Mais quelquefois, on essaie essentiellement de confirmer son point de vue. Ou infirmer. Beaucoup infirmés aussi. Ça pose la question, ça a beaucoup que de savoir effectivement si on est, disons, dans la bonne façon de réagir dans l'entreprise. Sur l'aspect réaction, effectivement, il y a une question de mesure, et quand on parle de limites, c'est par rapport effectivement à des choses qu'on perçoit comme des dépassements. Qu'est-ce qu'on relève le plus souvent dans les interactions qui peut justifier qu'on se pose la question de savoir si il est judicieux d'agir ou de mettre des barrières dans le monde du travail, ça, Bakouk? Je vais te donner juste une situation typique de quelqu'un qui vient de commencer dans le monde professionnel. Tu vois, donc il vient de s'engager, c'est son premier job, il rentre dans une grosse boîte où les gens sont déjà rodés, où tu as des cadres qui sont... habitudes. Il y a des habitudes, les cadres et cadres sup sont bien mis, sont bien intégrés, ils travaillent, ils ont leur rythme, et ils travaillent beaucoup parce qu'ils sont intégrés, ils ont un esprit d'appartenance et ils peuvent faire des heures sup et ainsi de suite. Et toi tu débarques dans ce monde où tu as sur ton contrat de travail où tu as écrit 44 heures par semaine, mais sur le terrain, tu vois que c'est pas du tout 44 heures par semaine, que c'est minimum une cinquantaine d'heures par semaine. Mais vraiment le minimum. Et là, tu as la question de est-ce que je reste ou est-ce que je m'en vais ? Et ça ouvre la porte... À 18h. À 18h, ouais. Et ça ouvre la porte à se dire, mais du coup, si je reste,
j'ai plus de chances de me faire valider, mais si je m'en vais, j'ai moins de chances de valider ma période d'essai. Du coup, est-ce que je fais ce sacrifice-là pour être sûr de valider ça? Et du coup, c'est ouvrir la porte, justement, à accepter certaines choses. Et c'est ce qu'on appelle un biais de conformisme, parce qu'on va se conformer au groupe, dans le but d'obtenir finalement quelque chose, mais ça ouvre aussi la porte à plein d'autres choses. Oui, mais c'est un aspect... tout un chacun imagine la situation. Et lorsque on est étranger au groupe et qu'on l'intègre, à Rome, on fait comme les Romains. C'est ça. Et si on refuse, entre guillemets, on sera le... Tu mets en péril ta validation déjà. Non, mais bien entendu que dans le jugement des autres, je suis celui, entre guillemets, qui est réfractaire. Donc je suis celui qui n'appartient pas au groupe. Donc spontanément, je suscite de l'hostilité de la part des personnes qui travaillent dans l'entreprise et qui acceptent ce rythme de travail. Et c'est pour ça qu'instinctivement, tout un chacun aura imaginé que probablement la personne, quand elle va intégrer, elle va juste suivre les façons de faire qu'elle va observer autour d'elle. Ça, écoute. Et tu sais, il dit que la phrase, tu peux l'entendre, dit هذا يلاه جا وكيخرج ياخذ لا بوز ترانكيل وما مسوقش وكيشوف الساعه فوقاش غتجي الساعه باش يخرج بحالو. Comment c'est possible? Surtout si d'une certaine génération. Exactement. Surtout c'est un choc de génération finalement. Oui, c'est d'une certaine génération, on se dit c'est nouveau entre guillemets. Bon, ils n'ont pas ou les teufs, ou la rigueur, la discipline que nous avions nous avant. C'est une façon noble d'habiller la l'unité qui peut naître de l'observation d'une personne effectivement qui n'a pas accepté entre guillemets une pression. Que moi-même j'ai accepté. Exactement. Que toutes les personnes devraient accepter. C'est l'autre point qui est drôle. Ah oui. Ton responsable qui t'appelle hors heure de travail. En soi, c'est pas normal. J'ai mon contrat, je suis dans mes heures off, tu vas pas me téléphoner. Mais ça arrive. Et il y a deux manières de répondre. Le oui, genre qu'est-ce que tu veux? Et là le responsable va dire excuse-moi, je te dérange, pardon, c'est vraiment exceptionnel, oui, je t'écoute, j'ai 2 minutes, qu'est-ce qu'il te faut? Donc là tu clôt un petit peu la discussion et oui, tu me déranges pas du tout, qu'est-ce qu'il y a? Je t'en prie, explique-moi. Et là tu ouvres la porte à des débordements de fou. Attends-toi au coup de téléphone le week-end. C'est ça en fait. Bon, c'est malheureusement l'observation qu'on... heureusement, mais malheureusement l'observation qu'on peut voir. À l'étranger, c'est aberrant de téléphoner en jour off. En heure de travail, c'est aberrant. Ouais. Même en randonnée, j'observe des personnes qui n'arrivent pas à se détacher du travail. Elles sont à 4000 mètres d'altitude et elles sont en train de répondre effectivement à des mails professionnels. Mais après, on peut dire c'est un esprit d'appartenance, c'est un esprit de solidarité. On a toujours de belles façons, entre guillemets, d'habiller les choix qu'on fait. Okay. Et ça, c'est une observation qu'on peut établir dans le monde du travail. Alors, comment mettre les limites? Effectivement, qu'est-ce qui peut le justifier? C'est toujours quelque chose de très délicat. On aura l'occasion de prendre des exemples tout au long de l'émission, nous restons en antenne jusqu'à midi, et nous restons à l'écoute aussi des témoignages que vous pouvez faire entendre au 05 22 95 36 70 ou 80. Nous sommes avec notre invitée Sarah Delcourt et nous évoquons parfois des univers un peu aussi au travail et comment y réagir. Alors il y a aussi une question générationnelle, Sarah Delcourt, on ne réagit pas de la même façon, on n'a pas nécessairement les mêmes exigences en fonction aussi de la génération à laquelle on appartient. Et ça, on peut observer des lignes de fond dans le monde de l'entreprise. Oui, il y a des fonctionnements qui diffèrent considérablement. Tu sais, on a la génération de nos parents qui, que ce soit salariés ou profession libérale ou chef d'entreprise, enfin en fonction de chacun son statut ou son métier, ils avaient un rapport au travail où tu donnes tout au taf. Tu y vas et tu donnes tout et il faut être un bon employé, il faut être beaucoup de choses. Les générations d'aujourd'hui, elles sont plus axées en mode qu'est-ce que l'entreprise m'offre pour que moi je puisse lui offrir en retour. Tu vois, et ça c'est une dimension qui pour moi est géniale parce que tu sors beaucoup de choses, tu peux gagner beaucoup de choses avec ce type de profil, tu vois, parce que quand ils vont s'engager à fond, ils vont pas réfléchir, ils vont bosser, ils vont faire preuve de créativité, ils vont dépasser certaines limites, mais à côté de ça, il faut arriver à les vider.
Tu vois, c'est aussi ce truc-là. Il faut arriver à les leader. Et tu leads pas de la même manière ces deux générations-là. Même en termes de limites que tu mettras en place. Dans quel sens si quand on met en place, une entreprise est un univers où il y a de la hiérarchie. Ouais. Diriger des équipes plutôt jeunes ou d'autres équipes, qu'est-ce que ça change? Un jeune aura plus tendance à vouloir faire valoir certaines de ses idées et un plus âgé aura plus tendance à se conformer au groupe et à ce qu'on attend de lui. Tu vois, c'est cette part de donner de moi qui change aussi un peu. Tu les ressens hyper impliqués dans ce qu'ils font avec un besoin de sens. Ils ont besoin de donner du sens à ce qu'ils font. Ils ont donner du sens à leur travail. Il y a leurs valeurs qui sont ancrées. Et ils ont besoin de retrouver ces valeurs-là au sein des entreprises avec lesquelles ils travaillent. Mais ça, c'est vouloir aussi que les autres partagent les vues que j'ai par rapport aux valeurs qui sont les miennes. Et c'est plus difficile. Oui, mais totalement, je te dis pas le contraire. C'est ultra compliqué de justement devoir se battre avec je me conforme aux règles qui sont là depuis longtemps. Ils ne nous ont pas attendu ces règles-là. Ah oui. Et moi, mes valeurs ancrées. Et en fait, c'est là où tu vas apprendre à jongler professionnellement entre toi, tes valeurs et ce qu'on attend de toi. Je crois que la transition est toute faite. On jongle entre les informations, la musique et notre émission. Karine Drodet vient de nous rejoindre. On va se retrouver dans quelques instants pour la suite des experts. Nous reprenons la suite de notre émission des experts avec Sarah Bakou qui est psychologue du travail et nous évoquions la question générationnelle. Elle arrive dans le débat public ces derniers temps. Mais ce sont des différences entre guillemets d'appréciation et qu'on constate dans le monde de l'entreprise. On parle de valeurs, mais aussi il y a cette notion de responsabilité qui arrive très rapidement dans les échanges, Sarah Bakou. Oui, c'est ce qu'on disait en off. Il y a cette notion de responsabilité des anciennes générations où un travail, ça t'apporte certaines choses. Donc, être responsable, c'est savoir garder son travail. Et aujourd'hui, on va dire que les générations d'aujourd'hui, elles sont plus en mode est-ce que ce travail prône mes valeurs? Si oui, je reste. Sinon, je m'en vais parce que j'ai pas envie qu'on m'impose des choses. Bon, après, faut se le permettre, hein, attention. Tout le monde ne peut pas se permettre de prendre ces décisions-là et c'est risqué de prendre ces décisions-là. Oui, ça a un coût. Ça a un coût. Comme pour tout, finalement, tu vois. Tout est question de coût que tu vas mettre dans certaines choses. Et donc, du coup, dans ce cas-là, non, j'ai envie de poursuivre mes valeurs, je m'en fous de galérer, mais j'ai envie d'être dans un environnement qui me correspond. Et j'ai moins de difficultés à prendre le risque de prendre la parole et d'exprimer des points de vue, pas nécessairement en mettant les formes, pour ne pas accepter ce que je vais estimer comme étant effectivement différent, éloigné de mes valeurs. Nous sommes avec un auditeur Simon C qui nous a contacté de Casablanca. Bonjour à vous. Oui, bonjour M. Babre. Bonjour Simon C. Bonjour à votre invité. Bonjour. Le sujet que vous abordez aujourd'hui c'est très intéressant parce que ça concerne pas mal de personnes, des employés comme des employeurs. Maintenant, moi, mon intervention va se situer à 3 niveaux. D'abord, le premier niveau, c'est les types de relations qui existent au sein de l'entreprise et l'ambiance également qui l'accompagne, tant au niveau de l'employé que de l'employeur. D'accord? Mais généralement, quand on est dans une structure assez verticale, ça crée des frictions. Donc tout le monde est dans une position d'attentisme. Et c'est des couloirs qui se créent. Mais quand on est dans une structure horizontale, là il y a beaucoup plus, les relations se développent beaucoup plus, la confiance existe et restaurée, même si elle peut détériorer à un moment donné. Et aussi, ça renvoie, c'est le deuxième volet de mon intervention, à tout ce qui est entre l'individualisme et le collectivisme. Est-ce que individuellement, par exemple, il y a la philosophe Ayn Rand qui dit qu'il faut qu'il y ait l'égoïsme rationnel. C'est-à-dire que c'est l'individu au service de la collectivité. Mais quand on regarde aussi la pensée de John Rawls, le voile de l'ignorance, qui repose sur 3 critères fondamentaux, qui est la liberté, et l'égalité, et également la différence. Mais il faudrait que cette différence profite à la majorité.
Donc, quand on regarde ces deux aspects, moi je pense que ça, c'est ce qui permet de façonner l'individu au sein de l'entreprise et surtout, évoquer en lui cette envie d'appartenance à une communauté. Donc je pense que si tous ces éléments sont réunis, là je vois mal comment un employé peut être frustré jusqu'à un certain degré et choisir de partir. Et là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'est plus à l'époque du taylorisme, ça c'est révolu, et maintenant il faut qu'il y ait une certaine qualité et une certaine, un certain cadre de vie dans l'entreprise. Parce que l'entreprise, au sein de l'entreprise, c'est comme si on est dans une deuxième famille. Et dans les membres de la famille aussi, il faudrait qu'on s'entende très bien. Et il faut que nous soyons d'abord des amis, avant de mettre chacun ses caractères individuels et aussi, surtout, mettre de côté l'ego. Donc je ne sais pas, est-ce que je suis hors sujet par rapport au thème, mais je sais que ça transcende pas mal d'aspects dans l'entreprise. Donc c'est ce que je voulais axer mon intervention sur ces aspects que je trouve vraiment fondamentaux pour que la relation entre le patron et les employeurs soit des relations qui sont saines. Et ça me renvoie à l'exemple de la Corée du Sud, des chaebols, là où le patron s'efface. Parce que cette notion de patron même n'existe même pas. Et le patron, il mange la même chose que ses employés, ils fréquentent les mêmes lieux, ils sont dans le même restaurant, et ainsi de suite. Donc il n'y a pas cette forme de hiérarchie que je suis patron et je suis là. Et là, souvent ça crée des frustrations. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Je ne sais pas qu'est-ce qu'en pense votre invité. Je trouve que vous résumez bien la situation. Vous parlez de liberté, vous parlez de vision horizontale, vous parlez de l'idée un groupe et non diriger, contrôler un groupe. Et je pense que vous avez raison. C'est-à-dire si les gens sentent qu'ils ont une réelle place au sein de cette entreprise et qu'ils font partie finalement avec le grand château de cartes, ils s'impliquent plus, ils donnent plus et il y a moins ce volet différence de comparaison qu'on va avoir avec nos responsables. Il y a des relations pas seulement de travail, mais ce sont des relations humaines. Bon, quand c'est dans ce cadre-là, effectivement, on n'a aucun mal à répondre, même tardivement, parce que on se dit, on compte sur nous, on reçoit, donc on est beaucoup plus susceptible de donner. Donc quand effectivement le sentiment d'appartenance est là, entre guillemets, on est plus engagé. Mais ce qui est difficile, c'est de créer ces conditions. Parce qu'il y a ce qu'il a dit, il y a la notion d'ego. Tu sais, c'est très compliqué pour quelqu'un de gérer son ego et de se dire peut-être que ce petit jeune, ce qu'il vient de me dire, peut-être qu'il a raison, peut-être que j'ai mal fait dans ce truc-là, peut-être que j'aurais dû mieux faire. En fait, quand il y a l'ego qui... oui, c'est ça qui est difficile, c'est ce nouveau venu, bon, il a raison, mais dans les faits, j'ai une position, il a la sienne. C'est ça. Alors que nous, tout le monde apprend de tout le monde, c'est-à-dire le but c'est de partager des infos qui vont nous mener à une réussite commune. Alors que j'aime bien cette notion d'égoïsme rationnel, c'est-à-dire que je suis égoïste dans la tâche que je vais exécuter, je me concentre sur moi, ce que j'ai besoin de mettre en place, et ainsi de suite, mais on fait aussi partie de ce groupe, et si je ne bosse pas bien, je ne réponds pas aux besoins de tout cet autre groupe. Et en fait c'est ça, c'est que tu mets ton émotionnel de côté au service du bien-être de tout ce groupe-là. Et c'est ça qui est compliqué. Et la différence qui peut être la mienne, elle a des répercussions. Et quand je me sens appartenir à l'entreprise, aux personnes, au groupe que constitue effectivement le collectif de travail, je vais être plus sensible aux conséquences de... Tu me donnes l'info, il va être sensible, de l'attention, de mes désintérêts, et ainsi de suite. Je vois beaucoup plus, effectivement, tendance à être engagé. Mais encore faut-il que ces ingrédients soient là au départ. C'est-à-dire que je puisse... quand j'en ai la responsabilité, créer ce type de climat, c'est ça qui est compliqué. C'est parce qu'en gros, imagine, ça fait 20 ans que tu galères à monter les échelons, et ça y est,
t'es arrivé à ce poste, l'ultime poste de DG ou autre. Tu peux pas me dire une fois arrivé à ce poste-là, tu sais quoi, je vais redescendre et je vais créer un équilibre, on est tous pareils. Alors que moi, pendant 20 ans, j'ai vécu le hagra de mes responsables. C'est un cercle. Et justement, il faut arriver à casser ce cercle-là et se dire, viens, on essaye d'aller sur un cercle vertueux. On se dit, on est tous pareils. Quel que soit notre poste, quel que soit notre salaire, quel que soit notre niveau d'études, on est tous pareils. On se bat pour le bien-être de cette entreprise. Donc viens, on bosse tous ensemble et on met nos émotions et notre ego de côté et on se concentre juste sur la réussite commune. Oui. Et combien de fois, quel nombre d'occurrences observe-t-on effectivement ce type de cas de travail? C'est loin effectivement d'être nécessairement le cas majoritaire. Il est 10h46. Je remercie Sylvain pour son intervention. Nous restons ouverts à vos avis et à vos témoignages. Si vous souhaitez les partager avec nous ce matin, nous restons à l'antenne jusqu'à midi. C'est au 05 22 95 36 70 180. Et nous restons aussi jusqu'à midi à l'écoute de ceux qui ont peut-être des prises de parole à faire entendre jusqu'à midi au 05 22 95 36 70 ou 80. Nous sommes avec Sarah Bako qui est psychologue du travail. Nous sommes avec Simon Mohamed qui nous a contacté de Casablanca. Bonjour. Bonjour Simon, comment allez-vous? Ah, ça va pour le mieux. Ça fait un bail. Ah, mais il y a de la joie, toujours. Dans cette pour changer d'Angleterre, mais que nous, retraités, on s'est retrouvés un petit peu en marge de la route. On a des souvenirs du travail. On a vu des vertes et des pas mûres. Comment allez-vous? Ça va très bien. Comment va votre psychologue? Elle va bien? Ça va très bien. Ça va très bien, ça va très très bien. J'ai voulu faire donc une petite intervention rapide, si vous me permettez. J'ai l'impression que au lieu d'une DRH, on a plutôt l'impression qu'on a une DRI. Oui. C'est-à-dire une direction des ressources humaines. Et je vais vous dire pourquoi. Et ça s'est accentué, je dirais même que ça a commencé à partir de Covid. À partir de Covid, maintenant avec le travail à domicile, qui laisse plus leur ordinateur, qui n'écoute plus. Parce que écoutez, je vais vous raconter une anecdote, mais c'est du vécu, ça c'est du vécu. Il n'y a pas longtemps, j'étais avec un ami qui travaille dans une grande entreprise, une grande banque, et puis donc on discutait, puis il y a une personne qui est rentrée que je connaissais aussi, donc j'avais la chance de connaître les deux. Et puis j'attendais à ce qu'il vienne saluer l'autre personne. À ce moment-là, il est passé donc il m'a salué moi. Il regarde l'autre personne comme chez moi. J'ai pas demandé que je vous connais. Il travaillait dans la même banque. Attention, dans la même banque. L'un était le patron de l'autre. Ils ne se connaissaient pas parce qu'ils travaillent par email interposé. Ah. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est pas possible. Nous, de notre temps, le bonheur de l'un faisait le bonheur de tout le personnel, le malheur aussi. À ce moment-là, on connaissait le nom des conjoints, des enfants, on assistait au baptême des trucs. Maintenant, c'est terminé, c'est fini. Je vous envoie, on travaille par mail maintenant, c'est terminé, ils travaillent par mail. Ça, je le vois donc avec les enfants, comment est-ce qu'ils travaillent maintenant, quand ils travaillent à domicile, de temps en temps, quand il y a des réunions, attention, mais même les réunions, ils le font, même pendant des conférences, ils le font simplement donc comme ça, puis donc avec le système qui est corrigé aujourd'hui. Donc, comment voulez-vous qu'on puisse appartenir à une entreprise? Je ne peux pas partir à l'entreprise à partir de ma chambre, excusez-moi du terme, de ma chambre à coucher ou de ma chambre. Bah oui, surtout, les femmes comptent. On est chez soi en pyjama, c'est pas du tout la même chose que quand... C'est pas la même chose que quand on s'est apprêté, quand on a fait l'effort de sortir, et quand on travaille dans des conditions où il y a beaucoup d'échanges. Dans certains métiers, sur les 8 heures, on travaille 1 heure, ça va bien court. Donc ça en laisse du temps pour créer des relations humaines au travail. C'est primordial, j'ai l'impression que c'est primordial. Même dans notre temps, c'était impossible. Il était quasiment... écoutez, parce que d'abord, donc, l'espace s'y prêtait, parce que nous étions dans une grande salle, etc. Et puis, il y avait des réunions, je ne dirais pas hebdomadaires, mais mensuelles. On connaissait le patron, le sous-patron, le sous-sous-patron. Donc, et puis, donc, maintenant, c'est plus le cas, c'est terminé. Il y a quelqu'un qui peut travailler dans une entreprise pendant 20 ans, et
peut-être qu'il n'aura jamais l'occasion de connaître le patron hiérarchique. Bon, le DG n'en parle pas, et le président encore moins. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'échelons. Mais en dehors de ça, il a raison, parce que même sur site, c'est très compliqué aujourd'hui. À partir du N+2, tu sais même pas qui c'est. Tu le connais de nom, mais tu ne sais pas qui c'est. Tu connais à la limite ton N+1 parce que c'est lui qui te donne les consignes et que tu le vois et te fait ton onboarding. Mais après tout le reste, c'est l'intouchable. C'est l'intouchable. Généralement, les étages sont cette séparation. Oui, c'est ça. Vous avez raison dans la réflexion que vous avez. C'est ultra compliqué de mettre en place un lien quand il n'y a pas de lien. Alors je vous assure, de notre temps, moi j'ai fait pratiquement 30 ans de banque et 10 ans de commerce international. Donc, de notre temps, on défendait notre entreprise partout où on était. Mariage, enterrement, dans un cimetière, on sentait qu'elle nous appartenait. Alors c'était pas le cas. Donc on mettait entre guillemets, les week-ends étaient trop longs pour nous. C'était vraiment trop long. Pour nous. On attendait le lundi que vous étiez dans un cadre qui n'était pas déplaisant, si Mohamed. Oui, parce qu'on 8h30 jusqu'à 9h par jour. L'entreprise, beaucoup plus que chez nous à la maison. Donc ce qui fait que la vraie famille, c'était le travail, beaucoup plus que la famille qui nous a mis au monde. Par là du et ça c'est l'expérience de beaucoup de gens. Mais c'est l'expérience heureuse lorsqu'il y a ces rapports humains et qui sont vrais. Qui sont irremplaçables. Qui sont authentiques. Parce que là, on parle effectivement du temps passé au travail dans des conditions où il y avait beaucoup plus de relations et on sentait que ces relations n'étaient pas fausses, qu'elles étaient... Du tout. Je vous assure qu'on a eu des rapports à ce moment-là, on a eu des amis, des collègues qui sont devenus des amis et qui sont devenus beaucoup plus des frères que nos propres frères. C'est ça. On partageait avec eux donc les secrets, les trucs, à ce moment-là, parce que je faisais sortir ensemble, le voyage ensemble et tout. Donc, et ça, malheureusement, parce que moi, je le vois d'avoir à travers mes enfants, à travers donc les enfants donc de ma famille, puis donc écoutez, quand on est ensemble dans un truc à ce moment-là, je me suis dit, mais c'est pas possible. Comment pouvez-vous donc travailler dans ce... maintenant je comprends pourquoi, parce que pour 500 dirhams de plus, excusez-moi, je traverse la cité, je vais dans quelle entreprise en face. Parce qu'il n'y a plus d'appartenance. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien qui maintient ces... Il n'y a plus rien qui maintient, plus rien. La loyauté, nous allons dire, si on ne se sent pas appartenir... C'est ça. Ça ne sert à rien. Oui, mais la raison pour laquelle... Je le dis avec beaucoup d'amertume malheureusement, et puis si on ajoute à tout ça, cerise sur le gâteau l'IA, alors adieu la valise. Terminé. On va s'adapter. Déjà avec le mobile et le téléphone, c'est le fléau du siècle, ce que j'appelle moi le fléau du siècle. C'est le téléphone, c'est Monsieur Mohamed, vous savez, de tout temps, la fameuse phrase, tout a très très mal marché. De tout temps, effectivement, malheureusement, on observe des choses, des détériorations. Et par rapport à ça, de s'adapter. Mais pour ceux qui travaillent 1 heure sur les 8 avec l'IA, ça rend les journées beaucoup plus étirées quand on a peu de choses à accomplir en une journée. Je vous remercie, Monsieur Mohamed, pour ce témoignage. Et cela dit, ça ne répond pas à la question de savoir pourquoi on observe cette évolution. Plus de détachement, c'est probablement ça, que dans l'entreprise, cette distance, entre guillemets, elle protège souvent ceux qui n'ont pas ce type de lien ou qui mettent du temps à s'engager dans des relations authentiques au travail, entre guillemets, il y a cette méfiance des esprits chahouins, mais de ceux qui ont pu observer qu'au travail, le travail c'est le travail. Pour certains, effectivement, la distinction est très nette entre les relations intimes, les vraies relations et le travail. Et ça, peut-être que c'était moins le cas, en tout cas moins le cas dans l'expérience de Si Mohamed.
Non, je pense que ça dépend beaucoup de plein de choses. Ça dépend de l'environnement dans lequel que tu intègres. Si tu intègres un environnement où ils prônent un petit peu ce que disait Si Mohamed, où ils sont en mode lien, création du lien, climat social, amitié, je sais pas, tu sais, annonce officielle, Flamme est en congé paternité, madame est en congé organisation d'un pot commun. C'est-à-dire tout ça va créer du lien, va faire que je vais me dire ah ouais, je fais partie d'une vraie famille. Oui, mais tu fais partie d'une vraie famille. Tu sais, il y a quelques années, je travaillais en association et on avait un truc, c'était une fois par an, un déjeuner avec tout le monde, du directeur, toutes les équipes, on était tous posés, on passait une journée comme ça, c'était cool. Ça faisait du lien. Bon, on va essayer de ne pas le détériorer, le lien avec Moulabara, parce qu'il est à l'heure et on va l'écouter pour le flash d'information. On va entreprendre notre deuxième heure d'émission et ceux qui souhaitent prendre la parole, n'hésitez pas à nous contacter jusqu'à midi au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous sommes en antenne avec des auditeurs qui souhaiteraient aussi participer à l'émission, témoigner ou poser des questions. C'est au 05 22 95 36 70 ou 80. Nous sommes ce matin avec Sarah Bako qui est psychologue du travail. Alors, quand on est psychologue du travail, on a des conversations avec ses collègues, des conversations avec la hiérarchie. Et puis, ce n'est pas dans toutes les entreprises qu'on embauche des psychologues du travail. C'est que quelque part le besoin est là, où on essaie de sonder entre guillemets la psyché ou la psychologie ou le tempérament des personnes qu'on va embaucher. Sarah Bakouk. Ouais, c'est sympa que les entreprises commencent à se dire que la psyché de leurs employés, c'est important et surtout c'est ce qui va aider à la productivité et à la pérennisation de un petit peu toute leur boîte et tout ce qui peut se passer, parce que en vrai, quand tu as des collaborateurs qui sont en burn-out, qui te posent un certif pendant 3 mois et qui doivent revenir de leur burn-out, reprendre un petit peu tout ce qui s'est passé et ainsi de suite, tu perds de l'argent. Tu perds de l'argent, du temps, tu peux pas recruter quelqu'un d'autre et ainsi de suite. Donc agir en amont dans ce sens où on va prendre soin de ses collaborateurs, en soi c'est juste un investissement sur du long terme. Oui, mais ce qui provoque entre guillemets ces états-là qui sont aussi extrêmes, Sarah Bakouk, c'est une disposition d'esprit et c'est aussi en fonction du réceptacle qu'on est. Effectivement, certains peuvent être plus fragiles que d'autres. Tout dépend finalement de comment tu tournes un peu les choses, tu vois. Ça reste dans quel prisme de lecture j'aurai des choses que je vis. Si je me réveille le matin en me disant mince, je vais encore passer une journée nulle, je vais rencontrer des gens que j'aime pas, je vais me taper la route, il y a des embouteillages, j'aurai pas le temps de faire ci, je vais faire un travail qui me plaît pas. Généralement, je me réveille à la dernière minute. Ça dépend. Ça se voit, c'est un indicateur. Je suis moyennement motivé à vivre la journée qui s'annonce. Qui s'annonce. Du coup, quand tu te conditionnes de cette manière-là et tu te répètes toutes ces choses-là, crois-moi, tu passeras une sale journée. Tu passeras vraiment une sale journée. Mais par contre, si tu essaies de te concentrer sur les petites choses qui pourraient améliorer ton quotidien ou dans lesquelles tu peux prendre du plaisir malgré ce sentiment de déplaisir, si tu veux, tu apprendras à prendre des choses avec plus de tranquillité, plus de sérénité, plus de, entre guillemets, douceur. Tu vois, oui, on a des contraintes, oui, on doit faire des choses, oui, 2025, c'est pas facile, il y a beaucoup plus de choses qui se jouent, on a beaucoup plus de craintes au vu des dernières années qu'on a passées, tu vois, toute cette incertitude qui naît, toutes ces choses-là, mais à côté de ça, je peux me concentrer sur les petites choses, l'interaction que j'aurais avec un collègue où il m'aurait fait une bonne blague et j'aurais trouvé cette blague sympa et je me suis dit c'est sympa cette petite interaction, une réussite où j'aurais réussi un dossier, j'aurais bien fait mon taf en me disant je suis fier de mon travail. C'est ces petites choses. C'est ce qui fait le sel de la vie. Mais généralement quand on arrive à certaines extrémités dans le monde du travail, c'est qu'on n'a pas pu vider son sac. On n'a pas pu mettre de limites aussi. Et qu'on n'a peut-être pas pu mettre de limites, Sarah Bakouk. Oui, totalement. C'est-à-dire que si tu arrives à un stade où j'ai pas envie d'utiliser ce terme, où en gros tu acceptes beaucoup de choses professionnellement, vraiment beaucoup de choses. Et si tu acceptes les choses que ton esprit ou tes valeurs refusent. D'un côté oui,
et de deux, même des choses qui sont hors... Ok, tu as un poste au sein d'une entreprise, d'accord? Vous êtes deux à exercer le même poste. Il se trouve que ton collègue démissionne, tu vois. On va traîner un petit peu pour recruter son remplaçant. On va se rendre compte que pendant cette période où on va traîner, toi, tu commenceras à faire les tâches de ton collègue qui s'est barré. Tu vois, parce que dans ta tête, tu te dis, mais attends, il y a des tâches qui doivent être effectuées. Moi, je peux pas laisser ça sur le feu. Ah, ça se fait pas. Le maman DRH, c'est pas cool. J'ai envie que les choses soient bien faites. Du coup, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas commencer à faire ces petites tâches petit à petit. Tu te rajoutes du travail, tu travailles plus, tu speed, tu carbures, tu as aucune reconnaissance. On te dit, c'est bien, tu as fini ce truc, super, merci beaucoup. Mais ton collègue ne sera pas remplacé. Au bout d'un moment, quand je réalise que tu peux faire le taf de deux personnes, tu ne gagneras pas 1 centime sur ton salaire de plus. Bon oui, on dira c'est bien, super. Mais quand tu seras en burn-out et que tu seras épuisé parce que tu as accumulé 2 postes, c'est dommage, va te reposer un petit peu. Oui, mais pour certains, entre guillemets, on constate beaucoup plus, j'allais dire le mot, paresse au travail. C'est-à-dire on a la possibilité de faire, mais on n'en a pas envie. Et ça, mais je te donne un exemple typique. Moi, le conseil que la majorité, même si je ne dois pas donner de conseil, mais ce que je dis aux gens quand on parle de travail et de tâches à effectuer, moi, il y a une phrase pour moi qui est primordiale, c'est parce que tu es rentré dans une dimension où quand tu fais les choses vite, on ne te félicite pas parce que tu as fait les choses vite et que tu as tapé 8 ans pour pouvoir réaliser, ou 10 ans, ou 15 ans, ou 20 ans pour avoir cette productivité et arriver à ces résultats-là vite et de cette qualité-là et de cette productivité-là et de cette manière-là. Oui, on ne prend pas ça en considération. Dans la vie. Non, bien sûr, mais ça, on ne le prend pas en considération. Ce qu'on prend en considération, c'est il a fait le travail vite, donc je peux lui en demander plus. Mais à quel prix? Il y a une formule pour ça. Faire mieux avec moins. Et effectivement, il y a des adeptes de cette façon de voir les choses. Il est 11h13 minutes, on va se retrouver après la respiration musicale et nous restons bien sûr aussi ouverts à vos questions ou à vos témoignages. Vous pouvez pour cela nous contacter au 05 22 95 36 70 ou 80. Nous sommes avec Sarah Bakouk, qui est psychologue du travail, qui est psychologue, et nous évoquons parfois la nécessité d'établir, de mettre des limites. C'est quelque chose à relativiser, parce que on peut avoir aussi une sensibilité à fleur de peau, une fragilité excessive. Tout a été très doux dans l'existence, on a baigné dans une famille très agréable, ce qui fait que le moindre petit pépin, la moindre petite difficulté, la moindre façon de voir les choses qui est différente de la mienne peut nous braquer. Ça, et effectivement, pour réagir à la juste mesure, il faut, entre guillemets, savoir aussi observer avec une certaine distance les impulsions qui naissent en soi. Ouais. C'est hyper bien ce que tu dis, c'est l'interprétation. C'est l'interprétation que les gens font des choses. Tu vas avoir une interaction avec quelqu'un, tu vas terminer cette interaction, automatiquement tu vas interpréter ce qui s'est passé durant cette interaction-là. Pourquoi tu ne prends pas les choses juste de manière ultra bêta? Quelle est l'information qu'il me fallait durant cette interaction? Qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois pas faire, et ainsi de suite. Sans trop rentrer dans ultra interpréter les choses, prendre les choses personnellement, se questionner si on a fait quelque chose de mal ou si on n'a pas fait. Si tu as fait quelque chose de mal, sur du long terme, tu le verras. En réalité, tu sais te dire, est-ce que j'ai bien fait mon travail ou est-ce que je l'ai mal fait? Qu'est-ce qu'on attend de moi? Qu'est-ce qu'on attend pas? C'est palpable, c'est visible. Tu as des chiffres, tu as des data, tu as une tâche à exécuter, tu sais comment elle doit être exécutée, ainsi de suite. Tu vois, donc rien ne sert de rajouter de l'interprétation quand on interagit avec les gens. Oui, supprimer, entre guillemets, ou limiter cette interprétation, c'est quelquefois quelque chose qui n'est pas naturel, parce que la friction n'y est pour certains pas habituée. Et je ne sais pas si c'est encore une question générationnelle, mais disons l'appréciation qu'on a des situations de travail, de la façon qu'on a de s'adresser à soi, des formes qu'on met, etc. Il y a beaucoup plus de rejet, de refus, même on est beaucoup plus affecté quelquefois que de raison, parce que dans l'esprit de ceux parfois qui estiment nécessaire de remonter les bretelles,
par rapport à un travail qui n'a pas été bien effectué, on n'a pas la même capacité à prendre de la distance par rapport aussi au jugement, à la critique du travail qui est le sien dans l'entreprise. On n'a pas appris. On n'a pas appris à justement bien juger ce qu'on fait et ce qu'on ne fait pas. Et il y a ce truc de se dire on n'est pas prêt face à tout ça. Tu sais, quand tu rentres dans le monde professionnel, des fois, vraiment, tu n'es pas prêt face à ce que tu vas voir, les interactions qu'il y aura avec les gens et comment ça se passe, et les messages cachés, les radars. Du coup, ne pas rentrer dans ça implique se concentrer sur ce qu'on doit faire et ne pas ouvrir la porte à justement tout ce monde obscur, ce côté sombre. Ne pas ouvrir la porte. Mais quelquefois, c'est un pli qui n'est pas le sien. Pour certains, comme ce qu'on a entendu de la part de Si Mohamed, il est naturel de vouloir établir des relations humaines avec ses collègues. Oui. Mais c'est vrai que certains, effectivement, ont très très rapidement perdu une forme d'innocence. Et donc, il y a toujours une forme de distance par rapport au message, une interprétation qu'on a des messages subliminaux, même parfois très directs, qu'on adresse à ses équipes. Et effectivement, c'est un apprentissage. C'est un apprentissage qu'on fait sur le tas, souvent. Oui, tu vas trier en fait. C'est-à-dire que tu ne sais pas, dans la vie, on ne fait pas confiance à tout le monde dès qu'on le rencontre, tu vois. Donc ça se passe de la même manière au travail. Il y a des gens qui suscitent plus que d'autres la méfiance. Totalement. Tu vas apprendre à faire confiance, tu vas observer certaines choses, tu vas te poser la question si ce sont des choses qui te conviennent ou pas. C'est-à-dire, il y a plein de choses qui se mettent en place. C'est clair que je ne vais pas te dire, quand tu intègres une entreprise, sois toi-même à 100%, exprime ton point de vue sur tout, dis ce que tu penses. Non, je vais jamais te dire ça, jamais de la vie. Non, on garde un petit peu cette casquette de je suis au boulot, tu vois, et je peux pas être moi-même à 100% parce que moi-même de 100%, ça convient pas au taf. Tu vois, c'est pas bon. Et du coup, j'apprends à prendre les choses avec plus de recul. Oui. Et juste pour rebondir sur le truc que tu disais tout à l'heure par rapport aux gens et à notre manière d'interpréter les choses, tu sais, des fois, les gens, ils peuvent être pas bien, mais ça ne nous concerne pas. Tu vois, je sais pas, admettons, hier, tu as une grosse journée, ça fait quelques jours que tu enchaînes au boulot, tu es fatigué, t'as pas eu ton me time en rentrant chez toi, t'as pas eu ce moment de détente où tu vas juste te déconnecter, et le lendemain rebelote, t'as du boulot, t'es en période de rush, tu vas rentrer au boulot, tu vas même pas voir les gens. Et c'est pas volontaire, c'est pas intentionnel que de pas les voir, c'est juste que t'étais trop pris dans tes pensées et tu as évolué, tu as marché, tu t'es dirigé vers ta position pour travailler et ainsi de suite. Oui, c'est ça. Il est présent. Exact. Alors que c'est juste, il est dans ses pensées, quoi. Et ça n'a rien à voir avec Pierre-Paul ou Jacques. C'est la dureté du jugement qu'on se fait des autres qui rendent quelquefois distants les uns et les autres dans le monde du travail. Alors ça, c'est l'indication qu'on va faire entendre la respiration musicale. Et on nous contacte, c'est mieux de nous contacter directement au standard. Je rappelle le numéro du standard et nous restons aussi joignables jusqu'à midi au 05 22 95 36 70 ou 80. Et donc, chers auditeurs, quand on discute avec un psychologue ou une psychologue, c'est pour mieux se comprendre et mieux avoir, ou plutôt pour avoir un retour entre guillemets plus objectif ou distant ou autre sur les actions, les réflexions qu'on se fait au travail, entre autres. Ça, et la question de savoir si les raisons pour lesquelles je sens qu'il y a la nécessité de mettre des limites, est-ce que ça se justifie? Est-ce que c'est une réaction exagérée? Ou est-ce que c'est quelque chose qui dépend d'abord de ma façon peut-être erronée de voir les choses? Et quand on est psychologue, c'est toujours une position délicate. On ne peut pas dire on n'a pas tort ou raison. Oui, c'est ça. Il y a des mécanismes qui s'enclenchent en soi-même et on peut observer que certains effectivement ont une vision défaillante. Certains effectivement veulent à tout prix les honneurs, les applaudissements, la reconnaissance dans le regard d'autrui. Et même un certain traitement. Un certain traitement. Ils aiment bien avoir le sentiment d'être favorisé, d'avoir des faveurs. Et en ce sens, on se sent important. Et tu sais, même sans faveur, j'attends de toi, parce que quand tu me demandes quelque chose, tu utilises certains termes pour me les demander. Ah. Si jamais tu viens pas, préviens-moi bien.
Genre, ne me préviens pas à la dernière minute quand même, faut pas déconner. Et ça, c'est un peu... c'est-à-dire, des fois, dans l'entreprise, il y a des urgences, il y a des trucs qu'on ne prévoit pas forcément, certains meetings qu'on ne peut pas assurer, ou ainsi de suite, et on peut être un peu plus flexible par rapport à ce genre de choses. Mais après, il y a certaines réactions de nos supérieurs qu'on peut voir, où il y aura des manques de respect, dénigrer le travail. Il y a dénigrer et il y a faire une critique constructive. Me dire mon travail c'est nul ne va rien apporter. Concrètement, ça n'apporte rien. Par contre, m'expliquer comment mieux faire la chose, m'expliquer que cette chose-là, c'est parce qu'on attend de moi, ou de me donner une méthodologie. Ça, en mettant de côté la question des intentions. Parce que il y a des champions de la surinterprétation dans le monde de l'entreprise, oui. C'est Habakkuk. Ah oui, de fou. Et quand on est face à quelqu'un qui raconte effectivement sa perspective, c'est difficile de dire clairement effectivement à la personne, parce qu'elle ne l'entend pas. Qu'elle est manifestement dans une interprétation qui est à côté de la plaque, à côté de ses pompes. C'est sympa ce que tu dis, parce que moi, quand j'ai besoin d'avoir une situation, c'est super, tu me donnes la situation que tu es en train de vivre. Mais en même temps que tu m'expliques la situation que tu es en train de vivre, pour chacune des choses qui t'ont dérangé, je veux savoir comment tu as tourné les choses dans ta tête. C'est à partir de ce moment-là que je vais me dire, attends, est-ce que la chose a été... est-ce que la chose a été bien interprétée? Est-ce qu'elle a bien tourné les choses? Quelle émotion prédominait dans cette manière de voir les choses? Quel prisme de lecture est utilisé? Et ainsi de suite. Et c'est là que tu vas décortiquer, que tu vas dire, je sais pas moi, j'essaie de te trouver un exemple concret pour une situation d'un meeting annulé. Tu vois, je vais t'envoyer un message, je suis ton responsable, on avait un meeting, tu m'envoies un message, tu me dis écoute Sarah, est-ce que le meeting est toujours maintenu? Je te dis je suis désolée, j'ai eu un empêchement, on reporte ça. En fonction des gens et comment ils vont tourner les choses dans leur tête, tu peux avoir des gens qui vont dire bon ben ça arrive, elle a eu un empêchement, elle peut pas et puis c'est tout. Et t'en as d'autres qui vont dire mais elle se prend pour qui? Elle aurait pu me prévenir avant, je suis pas à son service, on a tous un poste au sein de cette entreprise, son travail n'est pas plus important que le mien. Et manifestement, si tu tournes les choses comme ça, tu alimentes une rancœur, une haine, des émotions négatives qui sont pas particulièrement intéressantes pour mieux vivre les choses et pour mieux appréhender les événements de vie. Tu comprends? Et c'est là où on va se dire, est-ce qu'il n'y a pas une autre manière de tourner les choses pour voir les choses autrement? Oui, mais quand on a en face de soi une personne qui se sent tout le temps agressée ou qui se sent toujours victime de ses collègues, de la hiérarchie, qui manque de connaissances... Ça va longtemps, ça. D'accord, mais la difficulté c'est que si on a des discussions avec ces collègues-là, parce que si on est psychologue du travail, c'est des fois des discussions entre guillemets où on va se sentir à l'aise à raconter sa perception ou son biais entre guillemets. Mais quand on observe une récurrence, comment est-ce qu'on peut essayer de faire voir autrement les choses à une personne qui a ce type de regard entre guillemets qui lui-même est problématique et qui aura toujours tendance à surréagir dans le monde du travail? Ce sera une personne avec laquelle il est difficile de manœuvrer. Ah oui. Miskin. J'ai eu un truc qui s'est passé ce week-end. Il y a un collaborateur qui a fait une petite boulette. Ils sont trois à avoir fait une grosse boulette. Je connais fraude, ainsi de suite. Et il était là en mode mais je comprends pas pourquoi on me sanctionne. On devrait sanctionner toutes les personnes qui ont fraudé. Déjà, on ne sanctionne pas tout le monde, on sanctionne généralement le top 3 pour montrer l'exemple aux autres. Et il y a une différence entre frauder, je sais pas moi, à 100 ou frauder à 2. Il y a vraiment une différence. Donc, il y a ces choses-là où tu dois discuter avec la personne qui est en mode « Ah non, je ne veux pas signer ». Et tu la regardes, tu dis « Mais chérie, tu as déconné ». Et quand on déconne, on paye. C'est généralement la vie. Ne brûle pas un feu dans ce cas-là. Genre, il y a des choses qu'on ne doit pas faire pour éviter d'avoir certaines conséquences. Et c'est juste cette prise de recul où quand on vient chez nous, on dit... Les personnes ne sont jamais en tort. Pourquoi mon responsable me dit que je n'ai pas fait mon travail? Mais tu l'as pas fait. Faut arrêter. Pourquoi il me fait la réflexion de me dire j'ai du retard sur mes livrables? Tu as du retard sur tes livrables. Tu ne veux pas te prendre de réflexion, mais pas de retard. C'est un jeu. Oui,
C'est un jeu. Mais des fois, c'est un regard toujours le même qu'on porte sur les reproches qui nous sont adressés. Mais pour certains, effectivement, c'est un refus catégorique, mais c'est aussi davantage une constitution un peu plus fragile, parce que si on n'accepte aucune critique, c'est que quelque part, on se sent vulnérable, vulnérable énormément du fait même mise en danger du jugement d'autrui. Et ça, c'est une constitution, et j'imagine que c'est un travail de longue haleine. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que tu vas... en fait, il y a un fonctionnement, tu vas te questionner sur ce fonctionnement-là, d'où il vient, pourquoi j'utilise ce prisme de lecture généralement dans mon quotidien, et de se dire que manifestement, ce prisme de lecture-là ne m'aide pas à avancer, en fait. Quel que soit X, il me fait voir les choses de la mauvaise manière, je nourris des émotions négatives, j'interagis avec les gens de la mauvaise manière, et ça ne m'aide pas. Donc viens, j'essaye de mettre autre chose en place. Tu vois, c'est un peu... Tu sais, je regardais... fun fact, je regardais une émission française, je pense que tu la connais, Confession intime, je sais. Ça n'a aucun sens de regarder ça, mais j'aime bien. Et il y avait l'histoire d'une nana qui parlait d'une reproduction de schéma où sa maman avait plusieurs pères, donc elle avait plusieurs frères et sœurs de plusieurs papas différents. Et elle expliquait qu'elle ne voulait pas reproduire ce schéma-là. Cette petite est tombée enceinte à 14 ans la première fois. Son petit copain de l'époque ne voulait pas garder l'enfant. Elle le voulait, quelle que soit sa décision. Et aujourd'hui, elle tombe dans un schéma où le mec a 20 ans et il veut profiter de la vie. Et elle est là en mode, je n'ai pas envie de reproduire le même schéma. Mais tu as pris la direction, tu as pris le chemin pour reproduire ce schéma-là. Mais sans recul, en fait, je ne peux pas me dire effectivement, il y a certaines décisions que j'ai prises qui ont influé sur, du coup, certaines conséquences, certains comportements, certaines situations dans lesquelles je vais tomber, je vais me retrouver, quoi. Oui, c'est dingue. Il y a des schémas qui sont à l'œuvre et il y a des schémas qui nous desservent. Mais c'est difficile de s'en débarrasser. Mais s'en rendre compte. De s'en rendre compte et à fortiori de s'en débarrasser. Alors, on va se retrouver pour la suite de l'émission. Il est 11h42 minutes. On va profiter de la respiration musicale. Et bien entendu, on reste ouvert à l'échange. Si vous avez des témoignages ou des questions, c'est toujours 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous sommes avec Sarah Bacouk, qui est psychologue du travail et qui est psychologue. Alors, sur la façon qu'on a de mettre des limites au travail, il y a ceux qui choisissent de se détacher, de déserter. Et il y a ceux qui choisissent les options un peu plus vocales, ou un peu plus... Oui, on s'illustre davantage. On donne, entre guillemets, à soi-même des preuves d'une forme de pureté dans l'action. Comment est-ce qu'on établit cette réaction de façon proportionnée, Sarah Bacouk? C'est en fonction des situations et en fonction aussi des appels qu'on reçoit, on donne la parole. C'est ce qu'on vient de m'indiquer à la régie. Et nous sommes avec Siab Ila qui nous a contacté de Casablanca. Bonjour à vous. Oui, bonjour. Une voix joviale, Siab Ila. Oui. Dites-nous. Écoutez, depuis tout à l'heure, j'ai essayé de vous joindre, mais j'étais un petit peu occupé. Oui. Moi, j'aimerais aborder le sujet, et j'étais confronté à ça, c'est que lorsque vous avez un patron qui n'est lui-même pas stable, c'est-à-dire que même les personnes qui avaient travaillé avec lui pendant 10-15 ans, en fin de compte, ils te disent, écoutez, Ah oui. Alors, d'être séparé par des étages, c'est parfois une bénédiction. C'est-à-dire que psychiquement, il n'est pas stable. Même peut-être avec sa famille, son entourage, et il y en a plein. Et quand on est comme ça, on n'est jamais content du rendement des employés, même quand vous lui apportez une très bonne affaire, il n'y a jamais un sourire. Et ça se reflète automatiquement sur l'ensemble de l'équipe. Et il n'y a jamais personne qui puisse lui dire, monsieur, vous avez un peu tort, vous poussez le bouchon un peu trop, il râle pour rien. Et à part 2 ou 3 personnes qui sont restées, je crois, une dizaine d'années, les autres, ils ne dépassaient pas 1 an ou 2 ans. Chose qui n'est pas trop bénéfique pour la société. Moi, j'aimerais, à travers notre expert, qu'elle puisse un petit peu
donner des conseils à ce genre de patron, parce que des fois il fait souffrir des gens qui sont là pour donner, pour faire de leur mieux, pour relever les défis, mais ils ont devant eux un mur vraiment très très solide. C'est quelque chose qu'on peut observer. Et le problème, c'est que ces gens-là, ils ne se rendent même pas compte. Ils ne savent pas qu'ils ont besoin d'aller consulter, d'aller voir quelqu'un pour les orienter, pour les aider. Parce que moi, je dirais que c'est des gens... Je n'aime pas trop utiliser ce terme. Ils sont un peu malades. Ils doivent consulter, ils doivent trouver des solutions. Ça, écoute, c'est des types de personnalités, on voit beaucoup de types de personnalités. Il y a des personnes qui n'expriment pas de joie ou qui considèrent qu'au travail, il faut toujours être mécontent, comme ça on a le meilleur rendement, et en mettant la pression aux uns et aux autres, en montrant toujours de l'insatisfaction, avec des accès de colère de temps en temps, c'est une façon de motiver les équipes, par le mauvais côté. Ça, tu sais, je te donne un exemple, un chef d'entreprise, d'accord, qui est anxieux. Ok, donc lui, son entreprise, il pense au salaire qu'il doit faire sortir tous les mois, il pense aux charges qu'il a, il pense est-ce qu'il va faire entrer des contrats, est-ce que ci, est-ce que ça. Cette personne anxieuse, elle gère pas bien ses pensées. Donc le soir, avant de se coucher, elle pose pas sa tête, elle s'endort. Elle passe 4 heures à ruminer sur son taf et sur ce qui va pas bien. Le matin, elle se réveille avec des gros yeux, avec la haine et une peur qui l'envahit et qui est tout le temps là. Quand on est anxieux, on est irritable. Tu vois, ça va de pair. Donc forcément, il sera plus irritable quand il sera confronté à certaines situations, à certaines interactions avec ses équipes et ainsi de suite. Et encore pire, il ne pourra pas exprimer les choses de la bonne manière, parce qu'il n'a pas assez de recul pour ça, et qui deal dans sa tête qu'avec de l'irrationnel. Il ne deal pas avec du rationnel. Oui, mais pour quelqu'un qui est angoissé, il te sortira toujours des raisons. Oui, mais imaginons des raisons qui sont des supputations sur des hypothèses du pire. Et pour lui, c'est tout à fait rationnel d'essayer d'envisager de se préparer au pire et par conséquent d'être toujours vigilant et sur ses gardes. C'est ça. Et le truc, c'est que dans ce type de cas, avec des patrons comme cela, moi, je ne peux pas me dire, oui, le conseil que j'ai à donner à ce patron, par exemple, pour ce cas-là, oui, une thérapie, ça pourrait aider, ne serait-ce que gérer la manière d'interagir avec les gens, de prendre du recul, de plein de choses. Mais en général, on ne peut pas changer les gens qui nous entourent. On peut, nous, changer notre manière de dealer avec un patron comme celui-là. Moi, si je sais qu'il gueule tout le temps, qu'il est tout le temps hargneux, qu'il a tout le temps la haine, je sais à qui je parle. Je ne parle pas à quelqu'un de rationnel qui va m'écouter, qui va prendre en considération mon point de vue. Donc quand je lui expose les choses, je n'attends rien de lui. La seule chose que j'attends de lui, c'est le travail que je vais faire et le salaire de la fin du mois. Après, si je trouve une meilleure opportunité, au revoir et merci, ce fut un plaisir. Donc la chose se situe là. C'est-à-dire que oui, il faut prendre soin de ses équipes et ça, on ne pourra jamais assez le dire. Et maintenant, le pourcentage de responsables, de patrons, de chefs d'entreprise qui sont conscients de cette dimension-là, je ne sais pas si c'est fou. Oui. Je ne pense pas. On peut discuter avec les uns et les autres. Pour ceux qui ont des expériences, c'est loin d'être la majeure partie du... Oui, j'entends pas souvent, j'ai pas souvent j'ai un beau génial. Mais par contre, il y a des parcours inspirants ou de personnes qu'on retient dans l'entreprise. Oui. Mais quand on décrit un climat d'ensemble, il y a beaucoup de désillusions de ceux qui rentrent dans le marché du travail, qui rejoignent des entreprises. Il y a beaucoup cette désillusion-là, qui est parfois aussi inhérente à la vie. Voir les choses pour ce qu'elles sont et pas pour ce qu'on imagine qu'elles devraient être. Ouais. Et la réalité est peut-être moins heureuse que ce qu'on aurait voulu qu'elle soit. Mais surtout dans les entreprises familiales. Il y a beaucoup ça dans les entreprises familiales parce que entreprise familiale. Le boss, sa sœur qui est dans tel département, il y a l'autre qui est dans tel département, tout ça. Oui, mais ça crée... un psychologue du travail parce que... Oui, mais ça crée une dimension, tu vois, c'est là où on rentre dans la dimension de je suis le boss. La toute puissance, c'est moi qui je décide. C'est Abdillah a bien fait d'évoquer cet exemple-là parce que il y a toujours quelque chose qui infuse du haut.
Et la personnalité de celui qui crée l'entreprise est extrêmement importante, qui fait qu'on a ou le témoignage de Steve Mohamed tout à l'heure, ou bien celui de Siab Ila, qui est diamétralement opposé. Parce que dans les recrutements, dans le type, la façon qu'on a de gérer la pression qu'on met sur ses équipes, la personnalité du chef d'entreprise est très importante. Elle est primordiale. Ouais. Parce que on se concentre sur le volet technique, mais la réalité, c'est que la technique aujourd'hui, entre guillemets, attention, je ne minimise pas la chose, mais elle est pas, je vais pas dire facilement accessible, mais elle est accessible. Tu vois. Par contre, travailler sur tes compétences psychosociales, avoir cette prise de recul, savoir quand est-ce que ton ego tu peux le mettre de côté, savoir comment gérer des personnalités différentes, savoir comment dealer. Difficile, exactement, totalement. Savoir l'idée une équipe demande beaucoup plus de compétences que entre guillemets le technique. Tu vois, parce que là, tu dois tirer le meilleur de tout un chacun qui a un renforçateur différent l'un de l'autre, qui a une vision des choses différentes. Alors, un renforçateur. Ouais, pardon. En gros, dans ma vision, le renforçateur, c'est ce qui va faire que le comportement va se continuer et va se reproduire. Tu vois, dans un comportement, il a 3 possibilités à la fin d'un comportement. Donc, soit il est renforcé, soit il y a une conséquence négative, soit il est éteint, il n'y a rien qui se passe. Et en fonction de la conséquence qu'il y aura, le comportement perdurera ou non. Tu vois, si tu as un boss qui te renforce à chaque fois que tu fais du bon taf, tu auras plus tendance à vouloir continuer à faire du bon taf. Si ton boss te parle mal quand tu fais du bon taf, ton comportement faire du bon taf diminuera considérablement. Et ça, c'est de la science, on a bien inventé. Ils sont tout à fait proches du renforcement musculaire. Donc, si tu veux, quand tu vas à la salle. Certains mouvements, ça permet de... Et ce qui fait que tu vas à la salle, c'est que quand tu te regardes dans le miroir, tu as tes muscles qui sont là en mode qu'est-ce qu'ils sont beaux mes muscles. Ça va nous faire une excellente conclusion pour notre émission, d'après ce qu'on indique à la régie. Je te remercie pour cet échange, je remercie les invités qui nous ont contactés ce matin. Et on se dit à demain pour d'autres thématiques des experts, le retour aux actualités, un journal d'information qui nous sera présenté dans quelques instants en langue arabe.